Pendant 4 ans, on a créé une machine à générer des leads. Ça, si vous voulez, on peut en parler. Là où j'ai le plus appris, c'est sur l'hyper-focus. J'ai investi dans quelques boîtes. Tu te rends compte que la problématique numéro 1 du CEO ou du comité de direction, c'est la dispersion. Tu regardes les gens qui doivent être les meilleurs sur la conversion, les générateurs de leads en B2C. T'en as plein aux US et vous seriez choqués de la simplicité du questionnaire. Genre un enfant de 7 ans peut comprendre de quoi il s'agit. Super astuce ça que tu viens de donner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Méthode to Scale. Alors avant de démarrer, j'ai une requête pour vous tous, chers auditeurs. Donc vous êtes de plus en plus à nous écouter, on vous remercie énormément. On vous demande s'il vous plaît, si vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne YouTube, si vous êtes fan de voir Julien et Aymeric dans leur jolie tenue, ou alors sur vos plateformes de podcast préférées. Ça fait monter le podcast dans les classements, ça nous fait connaître de plus en plus et on sera ravis de vous avoir encore plus à la table et à l'écoute. Les algorithmes sont très demandeurs. Ceci étant dit, maintenant on va passer au plus important. On reçoit aujourd'hui Aldric Hémier. Salut Aldric. Salut Julien. Salut Henrik. Alors, Aldric est un super entrepreneur et en plus très costaud et solide parce qu'il est à moitié malade, mais il est 100% présent. Donc toujours merci là pour vous beaucoup. les gars. Ouais, il sera pas Wait Morning demain matin à 8h dans le bain froid. Bah on sait jamais, tu sais, on va voir si ça va mieux, je serai là. Un petit heads up à Benjamin Cardozo. Donc, alors, on va parler avec Aldric de banque privée, de GCP, donc tout ce qui a trait à l'investissement financier. Et donc, je vais essayer de dresser un petit peu ton parcours, ton portrait. Donc, n'hésite pas à me corriger. Je peux me tromper. Donc, l'idée, c'est que toi, à la base, tu es un expert du monde de la finance. Donc, tu as travaillé en finance de marché à Londres. Et au-delà de tout un tas de choses qui t'ont marqué à Londres, la chose qui t'a le plus surprise, c'est le fait que les Anglais sont très en avance sur la compréhension, disons, de ce qu'ils peuvent faire en termes de culture financière par rapport à ce qu'on connaît nous en France, où la culture financière a été assez peu développée, toujours assez peu développée, que ce soit dans le grand public, mais aussi des gens qui ont des fortunes. Et du coup, tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et tu as monté une première société que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Tacotax, et qui, comme son nom l'indique peut-être un peu, avait un premier go-to-market sur le fait d'accompagner tes clients sur mieux réguler leurs impôts. C'était son produit principal. Et c'est un produit qui a très, très, très bien marché parce que tu avais créé un moyen pour les GCP d'avoir des leads de qualité et de qualifiés. Donc, on parlait tout à l'heure de 5000 leads par mois. Et cette boîte a super bien marché avec ce product market fit super clair. Et super apprécié des GCP qui sont demandeurs de ce type de clientèle parce que c'est des produits qui sont assez bien normés, ils savent très bien quoi faire, etc. Simplement, ils sont pas du tout au contact du grand public. Et c'est ça que tu leur as apporté avec Tacotax. Ouais, les CGP, les CGP, conseillers en gestion de patrimoine. CGP, ouais. En fait, tu fais un pivot, tu transformes ton Tacotax en Climb. Donc, il y a un côté sportif derrière qu'on abordera peut-être en fin d'épisode, où l'idée, c'est cette fois, avec aidé d'une levée de fonds de 6 millions, c'est d'attaquer de front les banques privées. Avec une thèse qui était de se dire, finalement, les banques privées se rémunèrent beaucoup sur les frais, et toi, tu vas plutôt te rémunérer parce que tu vas avoir des meilleurs produits, un accès aux produits plus large, plus ciblé, et avec des meilleurs, disons, une meilleure performance que la banque privée traditionnelle. Et donc, on va rentrer ensuite dans le détail là-dessus, mais quelques chiffres pour nos auditeurs. Donc, tu as 130 millions d'euros d'encours. Ça veut dire que tu gères pour 130 millions d'argent compte à confier. Il y a à peu près 4000 clients. D'un point de vue rentabilité, vous avez touché votre rentabilité au dernier trimestre, donc bravo, c'est pas pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de répéter ça chaque trimestre cette année. Vous avez, on a regardé un peu les chiffres sur Internet, vous avez un taux de satisfaction client qui est assez impressionnant, quasiment 5 sur des milliers de notes. Donc, 4-9. a priori, c'est notre grande fierté. Ouais, ça plaît bien. Et fun fact, donc, les clients, c'est à la fois, évidemment, on peut se douter des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, parce que c'est des investissements qui vont aller de 100 000 euros à 10 millions d'euros. Donc, c'est des investissements qui sont très importants. Oui, il y a un minimum quand même. Voilà. Donc, c'est une cible particulière, mais c'est aussi, par exemple, des top cadres et puis des sportifs de très haut niveau. Donc, comme tu es malade, peut-être qu'on va t'arracher un nom. On n'aura pas Julien. On a Teddy Riner qui est actionnaire. Voilà. Et bientôt client. Ah ouais, bon, ouais. Il me laisse fight avec Julien. On a déjà notre prochain invité, quoi. C'est facile. Donc, il est facile à avoir en plus. Bien sûr. Donc voilà, bienvenue. On est ravis de
de t'avoir. Je sais pas si tu as envie de corriger. Ouais, non, merci pour l'intro. Peut-être en complément, en effet, donc j'ai bossé 5 ans en finance de marché à Londres. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le niveau d'éducation financière, alors des Anglais, mais de manière plus générale des Anglo-Saxons, qui ont compris quelque chose pour moi de fondamental, c'est que tu as 2 manières de générer des revenus. Tu as le fruit de ton travail, donc c'est ton salaire, et tu as le fruit de ton capital, c'est tes investissements. Tout le monde à Londres investit à partir de 22 ou 23 ans, tu sors d'études, tu commences un premier boulot, tu investis dans des actions, dans des ETF. C'est quelque chose de très courant, alors qu'en France, autour de moi, juste nada, quoi. T'es couvert par une banque, les banques ont 80% du marché, et quand t'es couvert par une banque, que ce soit une banque retail, une banque gestion de patrimoine ou une banque privée, l'expérience client n'est pas assez bonne parce que généralement la banque va avoir un intérêt à te pousser des produits maison, donc il y a un sujet de conflit d'intérêt. Les produits maison, c'est ce qu'on appelle les fameux OPCVM. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est la gestion active. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme tu l'as dit, c'est très chargé en frais. Et la troisième raison, c'est que l'expérience est très peu digitalisée. Donc en termes d'expérience au global, c'est pas satisfaisant. C'est pour ça qu'on a. Mais les Anglais, je veux dire, c'est natif culturellement aussi. Ils sont éduqués à ça ou c'est juste que l'UX fait la différence? Non. Ils sont éduqués à ça et puis ça dépend aussi du système de retraite. En France, t'as moins besoin, si tu veux, de placer. Et c'est d'ailleurs pour moi ce qu'il faut que c'est ce qui doit changer, c'est qu'il faut avoir cette culture de comprendre l'économie, de comprendre pourquoi c'est important de placer. Puis tu parlais de clients entrepreneurs, tu vois, on a des clients entrepreneurs dirigeants, une fois qu'ils cèdent leur boîte et qu'ils sont donnés comme des malades, ils ont envie que leur patrimoine continue à fructifier pour financer des projets de vie. Mais tu vois d'ailleurs la différence de mentalité quand tu vois ce qu'a fait Trump, évidemment qui est bien excessif comme d'habitude, mais qui a filé, je sais plus, $1000 à chaque étudiant, je crois, c'est ça, ou dans chaque naissance, et puis pour que tu puisses commencer à le placer, et notamment que tu solidifies les investissements de la bourse américaine, tu vois. Mais je pense que ça peut être un peu risible, mais je pense que c'est fondamental comme différence. En gros, ils sont déjà dans le bain de l'investissement, et c'est culturel. Ouais, mais comme tu dis, ils comprennent surtout mieux l'économie. Qui sont les acteurs, qui sont les boîtes. C'est hyper important. Alors, ça passe même par de la transmission à l'école, tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper important que dès les petites classes, tu comprennes c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, comment fonctionne l'économie, quels sont les grands drivers. Ça permet d'être plus ancré dans la vie, de mieux comprendre le poids, l'impact que tu peux avoir avec ton boulot. Donc voilà, nous, on milite vachement sur le fait de mieux comprendre comment ça fonctionne, la gestion de patrimoine, l'investissement, les impôts. Alors, on a une obsession, c'est de le rendre le plus simple possible, parce que c'est évidemment hyper complexe. Pour la petite histoire, quand j'ai lancé, avant Climb Tacotax, on avait envoyé un sondage à 2000 personnes, donc des gens autour de moi, famille, amis, entre 25 et 40 ans. On leur demandait qu'est-ce qui fait que tu franchis pas le pas de la gestion de patrimoine. Et les premières réponses, ça m'avait frappé, c'était c'est trop complexe, j'ai pas le temps, je sais pas à qui en parler. Donc c'était que des verbatims autour de la complexité. Donc quand j'ai créé la plateforme de marque, je me souviens avec mon associé de l'époque, on s'est dit il faut que tout soit le plus simple possible. Simplicité dans le site, simplicité dans la communication, simplicité dans le marketing, simplicité dans les opérations. Dans les mots. Ouais, dans tout. Zéro jargon. Et je pense que c'est aujourd'hui un des ingrédients de notre satisfaction client, c'est qu'on a une obsession pour la simplicité. En fait, je pense qu'on est déjà en train d'entamer le 0 to 1 avec toi, c'est super. Donc, il y a 3 parties dans le podcast. Donc, les débuts, les 0 to 1, où aussi, on aimerait que tu nous racontes un peu ton modèle économique pour que les auditeurs comprennent comment tu te rémunères. Ensuite, la partie scale, passage à l'échelle avec Aymeric, on a 2 points en particulier qu'on veut creuser avec toi. Et dernière partie qui est le endgame, qui est en fait vers où tu vas aller avec ce que tu es en train de construire. Ouais, puis souvent, on en profite pour faire un petit focus IA aussi, pour avoir, tu vois, des retours d'expérience un peu concrètes, parce qu'évidemment, on entend parler tous les jours, mais on aime bien avoir quelques petits use cases précis. Ça permet de faire un petit clin d'œil sur la culture financière à Johan Lopez de Snowball, qu'on avait interrogé dans le podcast, qui a une newsletter qui vulgarise vachement bien ces sujets-là, et c'est top. Hein. Donc si vous avez envie d'un peu vous entraîner aussi pour mieux comprendre, abonnez-vous, c'est assez bien fait. Voilà, Johan Lopez, Snowball.
Bon, je te laisse la main. Donc, tu sors de Londres et tu te dis, banco, j'y vais. Comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu tes deux étapes, parce que du coup, t'en as eu une première avant d'arriver. Tac au tac, c'est quand on lance Tac au Tac, moi déjà, je veux lancer une boîte sur un marché qui m'éclate et puis un gros marché avec une opportunité, tu vois, XXL. Je regarde le marché de la gestion de patrimoine, je vois qu'il est trusté par des banques qui ont 80% du marché, donc je me dis bingo, c'est là qu'il faut aller. Tu reviens en France, hein, on précise. Ouais, je reviens en France. Ouais. Et le go-to-market, alors c'est marrant parce que dans le sondage là dont je vous ai parlé, il y avait une autre question qui était qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les impôts, les investissements, les crédits, les assurances. Et j'avais eu genre 90% des gens qui disaient les impôts. Donc je me suis dit, intéressant. En go-to-market, il va falloir qu'on commence par réparer ce problème-là qui est les impôts en France. Les impôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment faire sa déclaration de revenus, comment éviter d'oublier des niches fiscales que tu dois remplir sur ta déclaration, comment réduire tes impôts. Donc je me souviens que mon associé, on devait trouver un nom. Pour la petite histoire, il me dit trouve un nom là du tac au tac. Et j'ai dit tac au tac. Et voilà, c'est de là d'où est sorti. Les gars, vous êtes déchirés quoi. Ouais. Publicis. On est des cracks en marketing. 5 millions d'euros. Et alors c'est marrant parce qu'après on était passé par à l'époque ça s'appelait Créads. Et on avait c'était connu, ouais. Et on avait 5 noms. Et tu sais, tu pouvais demander à la communauté de voter. Et donc il y avait 1000 personnes qui avaient voté. Et Tac au Tac, ça avait eu, je sais plus, mais quasiment tous les votes. Donc on s'est dit, ok, ce mot-là est mémorable, on va le garder. Donc le play, ça a été de commencer par la verticale impôt, pour ensuite aller sur la deuxième verticale, qui est la verticale investissement. On s'est dit, le business model de la gestion de patrimoine, avant d'avoir un business traditionnel de gestion de patrimoine, on va se concentrer sur ce qui est le plus dur sur le marché. Le nerf de la guerre de mon marché, moi, c'est sourcer le lead. C'est l'acquise. Donc, avec Tac au Tac, on a démarré avec un business model hyper simple qui est de la vente de leads. Donc, pendant 4 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une machine à générer des leads. Et ça, si vous voulez, on peut en parler. Tu vas en reparler ou... Bien sûr. Allez, pour vous donner quelques insights. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, de le dire, limite, tu vois, j'ai un peu honte. Parce que ce qu'on faisait en 2017, maintenant tu le fais. Alors ce qu'on faisait en une semaine, maintenant tu le fais en 10 minutes avec les nouveaux outils, les nouvelles IA. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de crack. Donc on avait compris en market qu'il fallait pas parler de solution, il fallait toujours partir du problème. Je me souviens, ça me fait penser, j'avais parlé à Antoine Fraisse, que vous connaissez peut-être de Cœur, là. Ouais. Et je me suis dit, quand on avait pitché la boîte, il m'a sorti une phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit, si ton business, ça répond pas à des problèmes, c'est que c'est de la merde. Et donc, je m'étais dit, OK, c'est quoi le problème dans la gestion de patrimoine? C'est quoi les problèmes? Et les gens, pour savoir quels sont les problèmes, alors tu peux évidemment demander autour de toi, mais sinon, tu vas sur Google Trends, et tu regardes ce que les gens tapent. Et je me souviens qu'on avait halluciné de voir que les gens tapent comment réduire mes impôts, comment remplir ma déclaration de revenus, comment rien oublier, comment préparer ma retraite. Donc, on avait, je me souviens, listé les problèmes les plus tapés par les gens. Et ensuite, on générait des ads sur Facebook à l'époque. Et on avait aussi compris que quand on parlait de gestion de patrimoine, il fallait beaucoup de confiance et de réassurance. Donc, on était passé sur France 2, sur TF1, où je pitchais Tac au Tac, donc la réassurance de la presse, évidemment. En plus de la réassurance de la presse, on avait mis de la réassurance utilisateur, parce qu'on était capable de générer beaucoup d'utilisateurs. Et avec ça, on faisait des vidéos, des petites vidéos, des formats, tu vois, 20-30 secondes, qu'on bourrinait sur Meta. Et ça nous a permis de générer beaucoup. On faisait aussi du Google Ads, et on générait à notre top niveau quasiment 5000 leads par mois. Donc, on était le plus gros générateur de leads en France sur la verticale impôt et sur la verticale investissement. Comment tu finançais ça? Alors, ça a été très vite rentable, Tac au Tac, parce que tu regardes, tu fais les maths. On sourçait un lead à l'époque à 25 € et on sourçait le lead. Ça, pour les auditeurs, c'est assez intéressant. Donc, dans le funnel, tu avais l'ADS. Après, il arrivait sur le site de Tac au Tac. Évidemment, c'était une landing page qui était hyper optimisée avec un chien, donc un titre qui répond au problème,
avec la réassurance, les avis Trustpilot, la presse, etc. Donc on s'inspirait là de grandes marques B2C US. Et après, l'utilisateur rentrait dans un funnel de conversion avec le questionnaire. Je me souviens qu'on a fait une tonne d'A/B tests pour que ça soit le plus optimisé possible. Une question par écran, une question hyper courte. Donc, on arrivait à générer des leads et avoir des taux de conversion très bons. Et comme le lead était qualifié, on le vendait beaucoup plus cher que le marché. Donc, ton business model, c'est, voilà, tu vas sourcer des leads, après tu les revends et tu c'est les achètes 25 quoi. Et tu revends ça. Exactement. Tu vendais combien à l'époque? Alors, on le sourçait 25 et on le revendait 75. Ouais, F3, ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais là, ton business model, c'était vraiment la génération de leads. Donc, tu t'étais attaqué au cœur du problème qui était de trouver des clients potentiels pour ton offre de gestion privée. Mais tu avais déjà en tête d'aller sur la gestion privée où tu disais, en fait, il y a déjà un vrai business qui est de sourcer des prospects et puis de revendre ces leads, en fait. Ouais, non, on voulait craquer le marketing, l'acquisition de leads et après, on voulait remonter la chaîne de valeur et faire nous-mêmes le conseil. D'accord. Et donc, après, tu vends cette boîte-là? Non, je la vends pas. Non, je la vends pas. Board avec mes investisseurs, où donc la boîte est rentable. Et je me souviens d'une discussion où j'explique que si on répare un marché, parce que nous, quand on vendait le lead, on le vendait à un conseiller en gestion de patrimoine, qui lui, il avait payé son lead 75 €, donc derrière, il fallait qu'il le rentabilise. Comment est-ce qu'il rentabilisait ? Tu voyais, toi, la renta Ouais, je voyais la renta. Il faisait souvent de l'immobilier locatif et des produits structurés margés, bien margé. Donc je savais, tu vois, déjà ce qu'il fallait réparer. Et donc j'avais déjà en tête de réparer ce marché, et ça me gênait de dire, j'ai Tacotax qui est ma vache à lait, qui me génère des leads, et derrière je dis que je répare le marché, alors que ces mêmes leads sont vendus à des CGP qui apportent une mauvaise expérience utilisateur. Il y avait un conflit d'intérêt bizarre. Conflit d'intérêt, puis éthiquement ça m'allait pas. Donc on a stoppé net Tacotax et on est reparti de zéro avec Climb. Alors que ça marchait bien, que t'étais et t'as même pas accepté de le revendre à quelqu'un d'autre. T'aurais pu. Non, mais après. Éthique, quoi. Mais par contre, t'avais gardé la méthode. J'avais gardé la méthode de génération de leads, les équipes, etc. Tu vois. Mais alors, ça a été bold comme move. Donc raconte-nous ton deuxième move, du coup, quand même. Quand est-ce que tu montes? Donc ça, on lève 6 millions d'euros avec 2 fonds et une trentaine de BA qui m'ont aidé dans le business et qui sont en plus devenus clients. On a levé 6 millions pour recruter toute une équipe de conseillers. Donc, quand tu es un cabinet en gestion de patrimoine ou une fintech en gestion de patrimoine, tu dois avoir des conseillers, tu dois aussi avoir des fonctions support. Donc, honnêtement, c'est comme si je remontais une boîte. D'avoir des fonctions commerciales, c'est comme si tu remontes une boîte, ton business model change, ta manière de manager change, la culture de ta boîte, tout change. Parce que tes commerciaux, c'était les CGP. Les conseillers en gestion de patrimoine, exactement. Ouais, t'en avais pas là. Ouais, là, avant, avec Tacotax, j'en avais pas. Donc, le play... Nouveau business model. Nouveau business model. On s'est dit, sur quel type de produit on va commencer. Comme nous, on vendait des leads à des CGP qui faisaient essentiellement de l'immobilier, on s'est dit, on va réparer cette partie-là et on va faire de l'immobilier. Donc, immobilier locatif, club deal immobilier, SCPI, etc. Et là, on a pris la claque du siècle, puisque en 2022, on lance Climb Immobilier, je recrute plusieurs conseillers, je structure toutes les équipes, l'activité cartonne la première année, et en 2023, on assiste à la plus haute augmentation des taux d'intérêt, qui passe de 1,5 à 3,2, et qui rend quasiment invendable mes produits. Je me souviens, explique la mécanique financière pour ceux qui connaissent pas. Il y a des produits dans lesquels tu investis où il faut emprunter, de manière très concrète. Sauf que quand t'empruntes à 1,5, c'est une bonne chose de le faire, un bon rendement. Et quand ça te coûte 3,5 d'emprunter, ça impacte le rendement. Donc c'est dans l'intérêt du client, c'est pas une bonne solution. Donc là, on était en 2023, je me souviens, on avait construit des équipes et tout, on était prêt à pusher fort, et on s'est dit on va développer toute la gamme de produits financiers. Dans un second temps. Alors pourquoi on a voulu faire ça ? Là, précision sur le business model, c'est que sur l'immobilier, tu touches une commission upfront tout de suite. Donc l'idée, c'était de générer un maximum de chiffre d'affaires pour après faire une série B et puis aller très vite. Donc on a dû complètement revoir le modèle. Donc je me souviens, c'était Climb Immobilier, on a dû passer sur Climb Financier. Ouais. Et là, on a dû lancer tout ce qui est assurance vie française, luxembourgeoise, produits structurés, private equity. Et ça, je pense que je l'aurais fait en 2 ans. Je vois la concurrence, tu montes une offre méga solide en 2 ans. Et en fait, là, on l'a fait en 6 mois. Donc, on l'a fait plus vite et, à mon sens, mieux que les autres.
Ouais, bah, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs, parce que maintenant je pense qu'on a bien présenté à la fois comment tu as créé ton 0 to 1 et puis ton business model. C'est peut-être un point, on peut revenir là-dessus. Quand tu as comme ça un événement de marché, comme celui que tu expliques, ça veut dire que, pas du jour au lendemain, mais pas loin, ton business model il est plus tellement viable. Et en tout cas, là où tu avais des produits qui te rémunéraient bien, tu avais recruté des conseillers pour faire de l'immobilier, tu dois te réinventer. Moi, j'aimerais qu'on revienne là-dessus sur comment on se réinvente. Et j'imagine que déjà, il faut que tu fasses un constat. Donc, en fait, c'est quoi le plan de bataille et comment tu as abordé cette période-là en disant, c'est quoi le plan de bataille et après, comment je l'opère? Alors c'est une très bonne question parce que je me souviens de la manière dont on l'a fait. Alors déjà, on était au bureau et on s'est dit, pour se réinventer, pour être créatif, faut pas être au bureau, faut être ailleurs. Donc on était parti, bref, une journée à la campagne. L'objectif, c'était de comprendre comment craquer un nouveau modèle. Ce que j'ai fait évidemment à cette période-là, ce que j'aurais dû faire avant, ça pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours parler à des experts de ton industrie qui font ça depuis 30 ans, 40 ans. Donc moi, c'est des vieux de la vieille. Voilà, des vieux de la vieille. Il y a des CGP qui ont 20 milliards d'encours qui font ça, qui ont vu tous les trucs. Et donc ça, on l'a fait un peu trop tard. Et ça donne un learning qui est hyper important. C'est que dans mon métier, tu dois être résilient face au marché et au contexte macroéconomique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que tu dois avoir tous les services financiers de sorte à ce que si tu as l'augmentation des taux d'intérêt, c'est pas grave parce que pour tes clients, tu peux leur proposer d'autres produits. Ouais, t'as B qui prend le relais, quoi. Ouais, par exemple, tu vois, quand les taux d'intérêt étaient hauts, les comptes à terme rémunéraient énormément le client. Donc, tu as plein de produits financiers qui étaient hyper intéressants. Donc ça, le learning sur le plan de bataille, c'est parler à des experts du marché, prendre du recul et mettre à plat la stratégie. Et là, donc après, là, tu dis, de toute façon, ton premier truc, c'est les temps de guerre. Là, tu te dis, il faut que je me réinvente. Donc, je vais augmenter mon offre. Je vais changer mon offre. Donc déjà, tu réfléchis aux produits que tu peux lancer. Et ce qui est contre-intuitif, Aymeric, parce que généralement, ils disent tu choisis un couloir de nage et t'en sors pas, quoi. Là, t'as fait l'inverse, t'en as ouvert plusieurs, quoi. Alors après, moi, c'est un peu particulier parce que dans mon métier, tu dois avoir... tu peux pas être dans un seul couloir de nage sur l'offre de produits parce que... c'est trop cyclique. Et puis la clé de la gestion de patrimoine, je sais pas vous comment vous avez investi, mais on dit que la clé, c'est d'être ultra diversifié. Voilà, tu dois être diversifié en termes de classe d'actifs, en termes de secteur, en termes de géographie, en termes de taille d'entreprise. Voilà, c'est l'ultra diversification. Donc moi, dans mon offre produit, c'était aussi impératif que j'ai toutes les solutions d'investissement. C'est juste que j'ai dû le faire du coup beaucoup plus rapidement. Ouais, donc là, tu es ouvert. Tu te dis, bon, alors l'immobilier, ça marche plus. J'élargis mon offre. Donc déjà, il faut que tu la sélectionnes. Après, tu te dis, évidemment, il va falloir que tu recrutes des nouveaux conseillers. Et après, ça change aussi ton business model. Tu parlais tout à l'heure, avant, tu avais des commissions qui étaient upfront. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire quand tu vends un produit, tu prends ta commission au début. Et maintenant, c'est de la commission qui est pas au début, mais qui est plus récurrente. Mais ça change. Comment? Donc, en une journée, vous vous dites, bon, là, il faut qu'on se réinvente. Et donc, tu changes ton offre, tes conseillers et ton business model. Ouais, je me souviens, on avait validé. Donc, quand tu dis nous, d'ailleurs, c'était qui? C'était mon comité de direction de l'époque, ouais. Donc, tu avais quelqu'un au market, quelqu'un à la finance, quelqu'un aux opérations. Équipe courte, quoi. Ouais, équipe courte. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'offre, on a identifié une liste de partenaires qu'on a dû voir un par un pour sélectionner la meilleure offre de produits du marché. Donc, tu vois, on a vu tous les fonds de private equity, on a vu des assureurs, on a vu... donc, on a fait un benchmark. Ensuite, on en a sélectionné. Ça, c'est pour l'offre. J'ai dû recruter des conseillers différents. Parce qu'avant, j'avais des conseillers immobiliers. Donc là, tu dois recruter un persona de conseiller qui est différent. Tu dois revoir tout ton recrutement. Ouais. Et ensuite, sur le business model, en effet, l'enjeu quand tu es sur des produits financiers, c'est d'avoir beaucoup d'encours confiés parce que tu touches des commissions récurrentes. Donc, prenons un fonds de private equity. Donc, tu permets à ton client d'investir dans un fonds de private equity. Le fonds, il prend 2% par an. Sur ces 2%, le fonds, moi, il me rétrocède 0,7%. D'accord. Et au départ, on mettait pas de frais d'entrée, donc de frais de souscription. Chose qu'on a changé parce que on apporte tellement de valeur en identifiant les fonds les fonds de private equity de premier quartile, en accompagnant le client sur la structuration, que maintenant on met des frais d'entrée. Et ça nous permet aussi d'avoir un business model qui est viable.
Donc là, vous avez passé une journée au vert, tu revois toute ta stratégie, donc l'offre, à la fois tes partenaires qu'il va falloir trouver, ton plan de recrutement, ton changement de business model, donc j'imagine que tu refais un BP. Et après, comment on passe à l'exécution et qu'est-ce que tu en as tiré? Parce que du coup, j'imagine que tu as dû aller vite, tu n'avais pas trop le droit à l'erreur. Donc exécution, déjà j'imagine que j'ai obligé de te séparer de... C'est les fameux 6 mois là. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, là où j'ai le plus appris, c'est sur l'hyper-focus. Et souvent, quand tu vois, j'ai investi dans quelques boîtes ou je suis advisor dans quelques boîtes, tu te rends compte que la problématique numéro 1 du CEO ou du comité de direction, c'est la dispersion. Donc, on a passé beaucoup de temps à valider ce qu'on allait faire, donc avec la méthode que vous connaissez tous, qui est la méthode des OKR. Et on s'est fait vraiment mal sur renoncer à des choses. Mettre en place des OKR, ça paraît évident, tout le monde le fait, on le fait tous dans nos boîtes, mais le faire bien, il faut vraiment que ça fasse mal de dire ce truc-là, ouais, c'est important, mais on décide de pas le faire. Tu peux prendre un exemple juste concret? Ouais, bien sûr. On parlait de l'offre de produits. Donc c'était tentant de lancer l'assurance vie, le private equity, et on a été très resserré. On a d'abord lancé l'assurance vie, donc on a accepté de pas avoir dans notre gamme de produits du private equity, et on l'a fait, je sais plus, 6 ou 9 mois après. D'accord. C'est savoir dire non, quoi. Hein? C'est savoir dire non. Et mais de manière, ultra focus, comment ça se décline dans ta gestion des équipes? C'est-à-dire que, en fait, tu revoyais tout le temps les OKR. C'est-à-dire que tu dis, effectivement, il y a un vrai sujet autour des OKR parce que tout le monde en parle. Et puis, en fait, quand tu creuses, tout le monde dit que c'est compliqué. Et c'est pas compliqué dans le sens, c'est difficile, mais c'est compliqué de le tenir dans le temps. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est quoi un OKR? Peut-être pour ceux qui connaissent pas. Objectif, donc key result. Ta vision de l'OKR. Ouais, moi, alors déjà, on a toujours tous beaucoup trop. Donc là, maintenant, on a des OKR et entreprises qu'on décline en OKR départements. Et ces OKR départements sont déclinés en OKR people. Et les OKR people, pour que ce soit très simple, on en met 3 maximum par personne. Par exemple je sais pas, par exemple, sur la fonction marketing, tu vas devoir générer 500 leads qualifiés par mois. Et si tu remontes à l'échelle de l'OKR entreprise? Si tu remontes sur le pôle, alors si on est précis, donc ça va être d'en bas, c'est très concret, c'est générer 500 leads par mois via les partenariats. Donc, si tu remontes au marketing, ça va être générer 5000 leads par mois avec partenariat, parrainage, SEO, etc. Et après, si tu remontes entreprise, ces leads-là vont permettre de faire quoi? De générer du chiffre d'affaires. Et donc là, c'est un OKR entreprise qui est générer X de chiffre d'affaires ou générer X de collecte, donc montant confié par les clients. Et alors, le point hyper important, et ça, je pense qu'il faut absolument le faire, c'est le suivi des OKR. Une fois que tu les as mis en place, c'est vraiment le début du truc. Il faut les suivre. Donc, il faut une méthode pour les suivre. Et ça, d'ailleurs, c'est un enjeu là, avec mon chief of staff actuel. Il faut les suivre une fois par mois avec tout ton codir où tu passes 1 heure, 1 heure et demie et tu regardes les OKR de chacun. Et là, tu mets un statut sur l'OKR. Tu mets quelle forme ça achevé, en bonne voie ou en retard. C'est quoi, c'est quoi là? Tu les as mis sur quoi tes OKR? Sur Notion. D'accord, et d'ailleurs, Notion vient de sortir, il y a une nouvelle version des OKR sur Notion qui est sortie là il y a quelques semaines que j'ai pas encore regardé et qui permet de le rendre plus simple. La question que j'avais là sur les OKR, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu constates que tu es en retard? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors ça pareil, au fil du temps, parce qu'on voit tout ce que ça veut dire. Au fil du temps, on s'est amélioré là-dessus. Alors il faut pas hésiter à killer des OKR. Donc si tu es en retard, alors c'est soit il y a un problème d'exécution, et là c'est un autre problème. Mais tu vois, moi j'ai vraiment un codir exceptionnel. C'est ce qui fait d'ailleurs la réussite de la boîte, hein, c'est les people, c'est le codir. Donc quand on a du retard, ça veut dire qu'on a mal calibré, il y a trop d'OKR. Donc on en dépriorise. Donc ça se fait pendant la revue mensuelle. Tu vois qu'il y a du retard sur certains OKR. On se redemande est-ce que l'OKR est vraiment prio, et s'il n'est pas prio, on le dépriorise, on le vire de la liste. Ok, intéressant. Peut-être qu'on peut passer au deuxième point. J'avais envie de revenir avec toi sur ce qui a fait ta force. Tu t'es concentré sur ce qu'on appelle le haut de funnel, donc aller générer des leads. Mais derrière, en fait, il y a toute la chaîne. C'est-à-dire que tu génères les leads. Derrière, en fait, tu veux les convertir. Parce que c'est pas le tout d'avoir généré des leads. À un moment, il faut convertir ses prospects. Il faut organiser une équipe sales.
L'équipe sales, on va y revenir, il faut la structurer, lui donner des objectifs. Après, ça doit t'amener à la satisfaction client. Et ta satisfaction client fait qu'une fois que ton client est satisfait, tu dois pouvoir lui faire cross-sell, upsell, donc lui vendre d'autres produits. Et bien sûr, d'avoir de la rétention. J'imagine que ça, c'est un peu ta flywheel, comme dirait Jim Collins dans Good to Great. Je l'ai placé, ça y est. On l'a lu, relu, on a fait un épisode dessus, quand même. Est-ce que tu peux revenir sur la génération de leads? Je pense qu'on en a bien parlé. Peut-être conversion et surtout équipe sales. Comment on monte une équipe sales d'un point de vue recrutement, pilotage et puis peut-être formation aussi, j'imagine. Ouais, outils, bien sûr. Ok. Donc, génération de leads, on en a parlé. Ensuite, tu as ton parcours sur le site. Parce que nous, le client, on l'accompagne à la fois sur la plateforme, sur Climb, et avec un conseiller en chair en os qui va l'emmener jusqu'à l'investissement. Donc, nous, il y a une étape sur le site où là, ce qu'il y a d'important, c'est de faire le plus simple possible. Phrase courte, un CTA au-dessus de la ligne de flottaison, un bouton, un call to action. Et le questionnaire, je me souviens, on l'a revu des centaines de fois. On avait, tu vois, la question, elle était hyper longue. Par exemple, on demandait combien d'enfants avez-vous dans votre foyer? Ça, c'était au tout début. Maintenant, tu as écrit nombre d'enfants. Parce que les gens lisent en diagonale. Et ce genre de petits trucs, sur chaque question, quand tu as un questionnaire de 15 questions, tu as des incréments de conversion à chaque fois. Comment tu peux appeler d'ailleurs cet art, s'il y en a un? C'est la BT. Ouais, faut faire des AB tests en fait. C'est même l'art de la simplification, en vérité. Ouais, l'art de la simplification. Et tu regardes, alors là-dessus, il y a une méthode qui fonctionne très bien. Tu regardes les gens qui doivent être les meilleurs sur la conversion. Donc, c'est qui? C'est des générateurs de leads, ce qu'on a été avant, et des générateurs de leads en B2C. T'en as plein aux US et vous seriez choqués de la simplicité du questionnaire. Genre, un enfant de 7 ans peut comprendre de quoi il s'agit. Super astuce, ça que tu viens de donner. Ouais. Donc, formulaire hyper simple, le moins de blocage possible. Après, là, il faut créer du trust avant qu'il y ait le conseiller qui intervienne. Donc, de la confiance. Voilà, de la confiance. Tu sais que je parle anglais. Faut que j'arrête avec ces anglicismes, t'as raison. Julien est parfaitement bilingue, donc tu peux y aller. Je suis là pour ça. Je vais prendre des risques alors sur l'anglais. Et donc, là, on a... L'objectif de la page de résultats, c'est de créer de la confiance en expliquant, par exemple, Julien, toi, tu as fait une simulation en fonction de tes revenus, de ta situation personnelle. Pour être diversifié, tu peux investir dans ce produit. 2 tickets resto. Merde. Tu peux investir dans ce produit d'assurance vie, dans de la crypto, dans de l'immobilier, donc etc. Ça, conversion, A/B testing, aller jusqu'à simplification. Enfin, j'imagine que Juju reprendra ça dans sa conclusion. Sales. Alors, comment on monte l'équipe de sales? Peut-être on peut partir du début. Comment on recrute et comment on recrute bien. J'imagine que là-dessus, tu auras un peu de learnings aussi. Ouais. Donc, pour finir, comme ça, tu vas comprendre l'acheminement avec le recrutement des sales. Une fois que l'utilisateur il est sur la plateforme, après, il prend rendez-vous avec un conseiller. Avec un conseiller privé qui va faire un audit patrimonial, qui va identifier dans quoi il va investir et qui l'accompagne ensuite jusqu'à l'acte d'investissement. Et une fois qu'il a investi, il peut tout suivre sur Climb. Il peut même agréger d'autres investissements qu'il a ailleurs. Donc, pour le conseiller, qui en effet a une activité de conseil, mais aussi une activité commerciale, sur le recrutement, je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Donc, je peux partager pas mal de recos. Ce qui m'a le plus aidé, ça a été de recruter en fonction de mes valeurs. Donc, avec le CODIR aussi, avec le comité de direction, on a fait un atelier dédié sur qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'ai dans les tripes, qu'est-ce qui est évidemment partagé par le CODIR, et qu'est-ce qui va faire notre culture, et donc comment on va recruter des gens. Ce qui est non négociable, c'est que les gens que je recrute doivent partager nos valeurs. On a 3 valeurs chez Climb. La première, c'est l'excellence. La deuxième, c'est l'entraide, donc une équipe qui gagne, mais ensemble. Et la troisième, c'est le respect. Respect de soi, respect des autres et respect de ses engagements. Donc, une fois qu'on a validé ces valeurs, on a, dans le recrutement, évidemment, identifié des personas qui pourraient matcher ces valeurs-là. Et on a amélioré tout le processus de recrutement avec des business cases qui permettent de savoir si le niveau d'excellence attendu est au rendez-vous. Tu peux me donner un exemple là? Donc c'est un cas pratique. Tu leur à chaque fois, à chaque entretien, ils demandaient ça va, machin, t'as fait quoi, t'as une expérience. En fait, cas pratique. Ouais. Alors pour valider sur les valeurs, à un moment, je faisais évidemment l'erreur classique de dire nos valeurs, c'est l'excellence, l'entraide et le respect. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te parle? Ouais. Donc là, évidemment, avec cette question, tu ressors rien. Le but du jeu,
c'est de voir dans les études qui ont été faites, dans les expériences perso, pro, c'est d'aller voir si la personne a poussé quelque chose à fond. Un drive, si tu as poussé un sport à fond, si tu as poussé une association à fond, si tu as poussé un instrument de musique à fond, une relation à fond, ça montre que tu es câblé et que tu as envie de faire quelque chose que tu es ambitieux. Et que t'aimes aller jusqu'au bout, en fait. La notion d'excellence, on la retrouve dans la... La deuxième, et ça va avec ma passion pour le sport et le fait que j'ai appelé aussi la boîte Climb parce que tout ce qui est sport, escalade, c'est un vrai drive pour moi. On en parlera après, je pense. Donc l'entraide, ça veut dire quoi? Ça veut dire, surtout quand tu as des commerciaux, c'est hyper important. Je voulais pas avoir une boîte de commerciaux Sharky. Je voulais avoir une boîte avec des commerciaux, des conseillers experts, avec des bonnes valeurs et un sens de la satisfaction client. Donc entraide, je le décline en une phrase qui dit une équipe qui gagne, donc avec cette notion de on soulève la coupe ensemble, mais qui gagne ensemble. Et j'ai vachement insisté là-dessus. Et donc après, les questions que tu peux poser, il y en a une que je pose souvent, c'est quand tu as une télé qui affiche les classements des performances, tu demandes au premier, quand il voit le classement et qu'il voit le dernier, qu'est-ce qu'il fait? Si jamais la personne fait une blague en mode j'en ai rien à foutre, moi ce qui compte c'est que je sois le premier, tu sais qu'il n'y a pas de l'entraide. Et si la personne répond avec sincérité qu'elle fait en sorte d'aider le dernier pour qu'il puisse monter dans le classement, là tu sais que tu tiens un truc. Donc plein de petites questions comme ça. Un peu esprit militaire. Ouais, exactement. Ça me fait penser à quelqu'un que j'avais invité à un rendez-vous au sommet chez Climb, un légionnaire, un capitaine de légion, qui expliquait que dans les entraînements militaires, ils faisaient une course, une espèce de baptême de 10 km, et les premiers, ils n'avaient pas terminé la course, ils devaient aller faire marche arrière pour booster les derniers. Donc exactement. Et la dernière valeur, c'est le respect de soi, des autres et de ses engagements. Là, tu le vois par la posture, par comment la personne se tient, comment la personne parle. Tu peux poser des questions aussi sur... qu'est-ce que tu penses de tes clients? Si par exemple tu fais des mauvaises vannes sur tes clients, c'est qu'il y a un problème de respect. Donc des questions précises qui vont permettre de voir si il y a des engagements qui font qu'il y a un match avec les valeurs. Mais tu as une grille de scoring? Et j'ai une grille de scoring. Ouais. Après le scoring, tu m'avais dit aussi que vous travailliez beaucoup sur l'onboarding. Et donc, notamment, c'est pas le tout, ils arrivent, ils connaissent plus ou moins le métier, etc. Je sais pas si tu les recrutes avec beaucoup d'expérience ou pas, mais en tout cas, tu as toute une façon de les faire monter en compétences avec un suivi dans le temps. Tu nous en parles un peu? Ouais. Alors là où il y a eu un vrai incrément là-dessus, c'est avec l'arrivée du responsable de la gestion privée, Claude Chez Moi, qui a fait 15 ans dans l'industrie. Alors, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la meilleure manière d'apprendre, et je l'ai expérimenté, c'est t'as ton conseiller qui regarde, comme l'artisanat, t'as ton conseiller qui regarde l'expert faire, qui apprend. Et ensuite, tu as le conseiller qui fait avec le manager qui regarde et qui corrige. Et j'ai tout testé, c'est de loin le plus efficace. C'est le compagnonnage, ça, pour te donner une image. Ouais. Tu vois, je m'étais fait chier à avoir tout un playbook sur Notion, etc. Alors, le truc est lu, évidemment, tu vois, t'arrives, tu le lis, mais dans la vraie vie, tu vois, je suis quelqu'un de très structuré, organisé, et là-dessus, j'ai dû, changer mon disque dur. En fait, ce qui marche le mieux, c'est t'as un conseiller qui est en visio avec son client et t'as le manager qui écoute et qui, à la fin du call, lui dit ça, c'était top, faut que tu fasses plus, faut que t'appuies. Et là, en revanche, tu pourrais améliorer le traitement de cette objection-là, etc. C'est ça qui marche. C'est du sparring partner. Ouais. Un peer training. Et si vous voulez creuser ce point précis dans l'épisode qu'on a fait avec Régis Medina qui appuie sur le lean, il parle de ça, il explique que c'est le crafting, le fait de toucher les objets qui font que les gens progressent. Ouais, on avait fait une session avec, c'était pas lui, c'était Marc de chez eux, ouais. On avait travaillé là-dessus, on avait travaillé sur un autre truc, on pourra en parler, ça c'est hyper, je sais pas si on aura le temps, mais la réparation des pièces cassées sur l'expérience client, ça c'était game changer dans ma boîte aussi. Donc voilà, c'est un épisode que vous pouvez écouter par ailleurs dans Méthode to Scale. Écoute, on finit une fois que du coup tu as ces conseillers, que tu les as bien onboardés. OKR, pareil, pour les suivre, etc. Et alors, exigeant, très exigeant, comment ça fonctionne chez vous? Alors les sales, non. Il y a le respect, mais bon, et l'entraîne. Mais alors ça c'est les valeurs, c'est pour le recrutement et puis après pour la rétention. Alors en effet, de manière plus concrète, alors les sales, c'est pas avec les OKR. On a fait d'ailleurs l'erreur aussi au début de manager par les KPI de résultats.
Donc les KPI de résultats chez nous, c'est la collecte, c'est le revenu. Et en fait, un sales, tu le manages par ce qu'on appelle les KPI d'activité. Tu vois, c'est comme au foot. Tu dis pas à ton gars, marque des buts, tu le manages par le jeu. Donc tu lui dis, replace-toi, il faut que tu aies une meilleure condition physique, il faut que tu fasses plus de passes, etc. Là, on a eu en advisor Thibaut Aliadière, qui est Dirco de Doctolib, qui nous a fait progresser là-dessus. Donc, on a identifié nos KPI d'activité. Chez nous, c'est le nombre de rendez-vous. Ouais. Le nombre de rendez-vous, on a décomposé tout notre parcours client. Donc, il faut avoir des rendez-vous, il faut avoir des calls, il faut avoir des traitements d'email. Quand un prospect ou un client t'envoie un message en fonction du canal, nous, on doit répondre dans les 24 heures. Tu vois, c'est un engagement hyper important pour Clem, comme ça fait de la satisfaction client. Donc, il faut manager par les KPI d'activité. Et si tu fais ça bien, magie, tes KPI de résultats sont... Ouais, d'accord. Ouais. C'est très, très, très intéressant. Parce qu'on aurait instinctivement, on dirait, il faut qu'il ramène du chiffre d'affaires et tout. Non, en fait, tu prends les causes et tu vas regarder ce qu'il doit faire. Et à la fin, évidemment, ça fonctionne. Et le deuxième conseil là-dessus, ça a été, tu manages un sales en suscitant chez lui un ardent désir. Et c'est un Dirco qui m'a dit ça pour me faire réagir. Si jamais tu manages que par les KPI d'activité, le cadre, la schlag, etc., ça fonctionne pas. Faut aussi qu'il y ait du désir. Donc, faut que ce soit fun, faut que ce soit gamifié, faut que ce soit animé sur le plateau. On dit que les gens s'éclatent et restent, non pas par le sens, mais par les sensations. Et donc ça, on a vachement bossé là-dessus. On a fait un bon tour, ouais. Tu veux entamer sur... peut-être sur le troisième partie, c'est là, tu as vécu 2 vies avec ces deux boîtes là d'affilée. Est-ce que tu penses que la prochaine étape, c'est pareil, un nouveau morphing vers autre chose, ou tu es assez clair sur vers où tu vas aller dans la boîte actuelle? Non, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a connu plein d'étapes différentes avec Climb. Et là, maintenant, on a un business model qui est robuste, on a une clientèle, un segment de clientèle qui est validé, qui est un segment gestion privée. On a l'offre de produits pour, on a les conseillers pour. Donc là, maintenant, on a été rentable sur Q4. L'objectif, c'est d'être rentable sur toute l'année, d'emmener la boîte à 1 ou 2 millions d'EBITDA et ensuite de faire une levée avec un fonds de CapDev pour accélérer très fort. Vous êtes combien là en ce moment? Là, on est une trentaine. Peut-être un petit focus sur l'IA. Tu as un petit exemple rapide à nous donner? Oui, je voulais introduire justement là-dessus parce que tu parlais des impôts, mais je pense que c'est peut-être le cas sur les autres produits. Je pense que les gens aujourd'hui, ils ont son ChatGPT et ils disent voilà, j'ai ma déclaration d'impôt, aide-moi à la réduire, ou je fais ces investissements, comment je remplis. Donc, si je schématise, ils ont peut-être la sensation d'avoir moins besoin d'un expert. Et toi, comment tu réponds à ça? Gros warning, parce qu'on le teste évidemment tout le temps avec mes équipes en interne. Sur la partie déclaration de revenus, c'est pas assez fiable. Donc ça donne une idée des cases à remplir en fonction de ta situation, mais ça fait pas les bons calculs d'optimisation. Et on a eu plusieurs clients qui nous ont remonté des erreurs sur ChatGPT, donc évidemment qu'on corrige après. Donc là-dessus, c'est pas optimal. Et sur la partie investissement, tu peux commencer à faire joujou en donnant des infos sur ta situation, et ça va te dire dans quoi tu vas investir. Mais pour investir de manière diversifiée et intelligente, tu as besoin aujourd'hui de voir un conseiller qui, lui, en revanche, va être boosté par l'IA. Et c'est peut-être là où je peux te donner 2-3 cas d'usage. Le premier cas d'usage, et je pense que toutes les boîtes sales doivent l'utiliser, alors c'est tout con, mais il y en a encore qui le font pas, c'est l'enregistrement de tes visios, le transcript et comment tu vas le foutre dans ton CRM de sorte à gagner du temps. Ça, maintenant, tu peux faire des trucs très efficaces. Tu peux déterminer la problématique de ton client, déterminer les produits que tu peux lui pousser en fonction de ses objectifs. Donc ça, c'est un gain de temps qui est hyper important. C'est une utilisation de l'IA que toutes les boîtes commerciales devraient avoir. Après, t'en as plein d'autres. Mais en fait, si tu as des personnes qui vont un peu plus chatter avec un expert middle qui est ChatGPT, est-ce qu'ils viennent avec des questions un peu différentes? Tu sais, genre, je connais un peu mieux, je connais un peu ce que tu vas me dire. Non, en fait, parce que moi, dans mon métier, les gens sont délégataires. Ils sont délégataires, ils veulent pas gérer eux-mêmes la gestion de patrimoine. On dit qu'en France, tu as 100 000 boursicoteurs qui vont investir, tu vois, dans des actions, etc. Mais le reste, les gens veulent avoir quelqu'un de confiance et ils veulent déléguer. Tu veux conclure, Julien, et après on passe à la partie plus... Ouais, il y a plein de choses qui ont été dites hyper intéressantes, mais écoute, il y a 3 points clés que j'ai retenus. Le premier, c'est l'hyperfocus.
J'ai bien aimé cette notion-là, qui est peut-être plus forte que la notion d'OKR, quoi. Parce que vraiment, l'OKR, c'est le moyen, mais être hyper... Ouais, voilà, c'est l'outil, mais l'énergie que tu mets à déterminer les bonnes choses à mettre en place auprès de tes équipes, ça, j'ai bien aimé. Tu l'as dit, Émeric, tout à l'heure, c'est l'art de la simplification. J'ai adoré l'astuce d'aller regarder les rois du B2C aux États-Unis qui sont des machines à faire du lead gen. Et que toi, tu transposes ça à un usage B2B un peu plus métier, quoi. Donc, d'ailleurs, je vais passer le mot à un de mes clients. Et j'aime bien la troisième partie où tu as dit manager des KPI d'activité. On n'en parle pas souvent, ça, parce qu'on parle beaucoup de KPI financiers, mais toi, tu décomposes finalement pour atteindre un KPI financier, tu vas décomposer les actions qu'il doit mettre en place et plutôt le rassurer là-dessus que de faire un espèce de chiffre que tu vas pas atteindre et que tu vas démotiver la moitié de tes commerciaux, quoi. Juste un truc moi que j'ai bien aimé, t'as dit faut réparer le marché, j'aime bien l'expression, je trouve que c'est positif. Et c'est con qu'on n'ait pas le temps, mais la vision que tu as aussi sur l'IA appliquée au métier commercial, on commençait un peu à rentrer dans ton flow et comment tu utilisais ça, je pense qu'il y a un vrai numéro à faire là-dessus, quoi. Ouais, réparer un marché, et puis réparer aussi, on est en train de le faire, réparer des pièces cassées. Non, mais le petit trick de foutre le transcript dans le CRM, c'est génial. Comme ça à faire. Mais réparer, c'est positif. C'est pas recréer sur répare, j'aime bien l'idée. Je te laisse la question Régis finale. Medina sort de ce corps. Oui, Régis est en moi, il est avec moi toujours, Régis. On vous renvoie à son épisode d'ailleurs. Exactement, on va vous le mettre en note. Tu fais des choses pour, je sais pas, garder la motivation, garder la pêche, toujours être en forme. Genre, moi perso, dans la boîte. Toi perso, ça reste déjà à toi. Et comme Juju, tu fais des enfants. Voilà, je fais des enfants au maximum de ce que je peux. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Donc, j'ai vraiment j'ai des routines. Je fais du sport 3 fois par semaine. Dès que je suis en moment de... C'était quoi les sports? Je fais course à pied, beaucoup de natation, tennis, vélo. Et puis quand je peux, je fais de l'escalade et je fais de la montagne. Tu vois, Julien, ça t'embouche un coin là. Ouais, je suis tu l'as pété là. Il y a le coach. Tu sais qu'on a eu le Ouais, et puis il y a le coach le mercredi. On a eu Alltrix, le CEO d'Alltrix, si tu connais bien. Récemment. Ouais, canon. Ouais. Donc moi, le sport, c'est vraiment, tu vois, je dis, c'est mon psy. C'est comme ça que j'arrive à prendre du recul, à me sentir bien. Et puis après, j'en ai d'autres qui fonctionnent. J'avais vu un coach qui m'avait fait lister tout ce qui me donne de l'énergie. Donc j'avais listé les 4-5 trucs qui me donnent de l'énergie. Il y a la marche en plus. Tu vois, je fais 10 000 pas par jour. T'as un tapis de marche au bureau? Non. C'est la mode, j'en vois partout maintenant. Ouais. Non, lumière, tu vois, vraie Utilisez lumière. WeWard. Cycle circadien, j'ai besoin de la lumière. Utilisez WeWard, très bonne appli. Très bien, et très bon CEO, interrogé dans le podcast. Voilà. Ah ouais, non, donc tu vois, Bravo je fais plein de pour ta calls en mémoire de marchant. podcast. Je fais des business reviews en marchant, donc je marche beaucoup. Avec les gars de ta boîte? Ouais, parfois avec les gars de ma boîte. Ouais. Tes bureaux, ils sont où? Ils sont dans le 17e, place Perrer. Donc la marche, ensuite, il y a d'autres trucs. Ton coach, il t'avait dit quoi en énergie là? Alors moi, c'est donc sport, marche, sauna, respiration et discussion légère avec des potes. Et on a compris que tu prenais des bains avec Émeric. Et on prend des bains glacés avec Émeric. On a un pote Pour moi, qui a tu dois être inoffensif dans un bain on glacé. a un pote qui a monté une super boîte qui s'appelle Polar Plunge. Le principe, c'est que tu t'immerges pendant 2 minutes dans un bain froid à 3 degrés. Et les effets positifs, c'est boost d'énergie, réduction du stress et système immunitaire renforcé. Et pourtant, je suis malade. Voilà, Qu'est-ce qui se passe, bordel ? tu m'as enlevé ma vanne. Et c'est toujours ça. Mais voilà, je suis malade une journée max. Ça passe. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Ouais. Tu veux les inviter? Oui, il y a quelqu'un. Là, j'ai un contrat sur moi avec des conditions un peu favorables que tu veux bien signer en nous mettant le nom d'une personne ou deux à mettre dans le podcast. Ok, un invité. Une. On en citait aussi en début de podcast. Tu t'es engagé tout à l'heure pour. Merci beaucoup d'ailleurs pour Teddy Riner. Mais si on peut en avoir un autre ou une autre. Alors, trop de testostérone pour Juju, on va faire. Ah ouais, il va retourner la table. Vous n'êtes pas prêts. Non, je pense à 2 personnes. La première, c'est ma sœur, ma petite sœur, qui a une carrière assez exceptionnelle. Elle a bossé donc en marketing et en influence aux Jeux de Paris 2024. Un de ses jobs, c'était de faire porter la flamme par des grands athlètes. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai été dirigeant au Capital. Donc des acteurs, des chanteurs, des sportifs de haut niveau. C'est elle qui coordonnait tout ça? Ouais, elle coordonnait tout ça. Et donc elle a des histoires juste de dingue à raconter. Et de manière plus générale, les rouages de Paris 2024, de l'organisation... On se rend pas compte, tu vois, nous on gère nos boîtes, on va dire nos petites boîtes, gérées de main de maître
un événement comme les Jeux de 2024 en niveau d'exec et d'excellence, on n'a même pas idée à quoi ça J'ai vu en ressemble. conférence Estanguet, Ouais. incroyable. Ah non, incroyable. C'est exceptionnel. Et là, maintenant, elle est directrice de la communication de la FFF. Voilà, donc elle a plein d'histoires marrantes sur Ça Oui. peut être un bon numéro expert. On peut lui faire une publicité, elle s'appelle comment ta sœur? Camille Aimier. Camille. Ouais, et sinon, une autre femme, la Barbara Coppola, et elle a été la Chief Digital Officer de Ikea et la patronne de Decathlon pendant 3 ans. Elle a plein de trucs incroyables à raconter en termes de positionnement de la marque, en termes de l'offre de produits, en termes d'exécution. Ça va me etc. plaire, ça. Ouais, j'adore. Ouais. Bah, Bah, tu écoute, peux- avec grand plaisir. Tu passes à notre service juridique pour signer tout ça. Ça me va bien. C'est un engagement formel. Voilà, Merci exactement. beaucoup, Alric. Merci C'est les canon. gars, c'était cool. Merci beaucoup. À bientôt, merci, Ciao, bye. ciao.